Alors, en guise de propos liminaire, je tiens à préciser que ce thème relève pour moi moins de l'objet d'étude que du sujet de curiosité dont j'ai croisé la route sur les bancs de cette université en 2009, ce qui ne me rajeunit pas, et qui m'est revenu comme un boomerang il y a un peu moins d'un an dans la plus pure tradition des hasards de la vie. Je remercie donc Johan de me donner l'opportunité de m'exprimer devant un public captif, au sens carcéral du terme, parce que vous ne sortirez pas de l'amphi, sur ce thème d'intérêt très spécifique. Alors la dernière fois que je suis venue ici pour intervenir pour les losers, j'étais venue vous parler de Vercingétorix. Cette fois, ce sera le début du 19e siècle, les basses terres d'Écosse, où, dans un petit village, un irréductible résiste encore et toujours à la paupérisation des populations ouvrières. Pendant 25 ans, cet irréductible Robert Owen, entrepreneur, penseur, philanthrope, va utiliser sa filature de coton, fondée en 1785 et qu'il dirige depuis 1800, pour en faire le laboratoire d'une politique sociale inédite pour l'époque, qualifiée d'utopique par ses contemporains, un terme qui n'est pas du tout, qui est complètement péjoratif à l'époque. Patrimonialisé au XXIe siècle, Newlamark conserve une aura singulière au sein de l'histoire industrielle du Royaume-Uni. Le travail de communication abattu par Robert Owen pour promouvoir l'idée qu'on n'a pas besoin de brutaliser sa main-d'œuvre pour être rentable continue de porter aujourd'hui ses fruits, mais masque aussi le caractère relatif des succès et surtout les résistances qu'il y a eu à la doctrine de l'owenisme. C'est donc à la rencontre de cette parenthèse courte mais intense de l'histoire industrielle que je vous propose d'aller. Alors, consciente de vous présenter un sujet de niche connu des seuls fans hardcore du patrimoine industriel, je me dois d'abord de contextualiser et de décrire sommairement le factory system qui naît dans Newlamark, qu'on traduira en français par système des manufactures et des fabriques, et qui apparaît au XVIIIe siècle au Royaume-Uni. Alors, au-delà du domaine textile qui va essentiellement nous intéresser ici, c'est toute l'économie qui, à l'époque, tend vers plus de rationalité. L'objectif, il est très simple, et il est inspiré du modèle très rentable des économies coloniales, produire massivement et à moindre coût. Donc, le factory system, il procède totalement de cette philosophie, et il repose sur 3 conditions pour émerger. La première, c'est avoir une main-d'œuvre très nombreuse et très bon marché, qui est fournie par 2 mouvements en Grande-Bretagne, le mouvement des enclosures, qui s'étend du XVIe au XIXe siècle, où on privatise les champs et qui va donc précariser les paysans les plus pauvres. C'est ce que vous voyez donc ici en haut à droite, à gauche, pardon. La latéralisation, c'est toujours pas acquis chez moi. Le deuxième mouvement, c'est celui des clearances. En français, ça voudrait dire, une traduction très grossière, dégagez-moi ces paysans-là. Donc c'est très spécifique cette fois aux Highlands d'Écosse. C'est ce que vous voyez ici, un de ces vestiges des clearances en bas à droite. Donc il s'agit en fait tout simplement de recruter des hommes en armes et de les envoyer sortir les paysans de force de leur maison avant d'y mettre le feu. On met le feu aux maisons, je ne précise pas aux paysans. Donc ce contingent de travailleurs pauvres, peu qualifiés et surtout peu exigeants, va aller chercher à s'employer, entre autres, dans ces usines qui commencent à apparaître. La deuxième condition à l'apparition du factory system, c'est la mécanisation de la production. Alors c'est une sorte de génération spontanée, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. On invente des machines à carder, à filer et puis plus tard à tisser, qui sont à propulsion hydraulique, qui est l'énergie principale de cette première révolution industrielle. Alors la qualité des productions va s'en ressentir par rapport aux productions artisanales, mais surtout ces toiles et ces fils qui sont fabriqués de cette manière sont bien moins chers à produire et bien moins chers aussi à vendre, donc ils se commercialisent bien mieux. Enfin, dernier pilier du factory system, il vous faut des individus qui disposent d'un capital d'investissement suffisant en ces machines. L'industrie textile est à présent entre les mains non plus des artisans tisserands, mais d'entrepreneurs qui sont dotés des capitaux nécessaires pour investir dans ces équipements modernes et qui surtout vont centraliser la production du textile. Donc, la première manufacture du genre, pour le coton, elle est édifiée dans le Derbyshire, donc dans le site de Cranford, c'est ce que vous voyez ici au tableau, par l'entrepreneur et inventeur Richard Arkwright, que je remets ici parce que c'est lui que j'ai mis au centre. C'est un personnage très haut en couleur de l'époque, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et qui en 1775 dépose, alors parmi de très nombreux brevets qu'il va déposer dans sa vie, celui de la waterframe, donc la machine à filer à propulsion hydraulique. Alors de ce mouvement de factory system émerge donc une classe ouvrière qui très vite va marquer des particularismes. Le temps des ouvriers n'est plus rythmé par celui des saisons, comme c'était le cas des paysans, mais bien par le rythme de l'horloge de l'usine qui dicte absolument tout.
Ensuite, ils sont considérés dans le monde du travail comme les extensions organiques de la machine. Et ça aussi, c'est un rapport au travail et au lieu de travail qui est radicalement différent. Enfin, cette population qui est pauvre subit le mépris général de la reste de la population, bien plus que la paysannerie pauvre, à qui on confère une sorte quand même de noblesse par justement les activités nourricières. Alors c'est du coup une période qui est émaillée de conflits qui vont être parfois violents, des conflits qui opposeront parfois les ouvriers au système, comme le soulèvement luddite entre 1811 et 1814, où on a affaire à des briseurs de machines, mais aussi parfois le système qui s'oppose aux ouvriers, comme avec le massacre de Peterloo, où lors d'un rassemblement pacifiste, la ville de Manchester ordonne l'envoi de la troupe pour disperser des gens venus assister à un discours. Donc c'est une défiance globale qui s'instaure à l'encontre de cette population qui est misérable et surtout est jugée rustre, mauvaise et dévoyée par nature. Alors maintenant que le décor est planté, intéressons-nous à la fondation de New Lanark par un entrepreneur de Glasgow, ici à gauche, donc David Dale, qui a fait toute sa carrière dans le textile et qui lui aussi est obsédé par cette idée de produire pour un moindre coût. Avec, regardez qui voilà, Richard Arkwright, donc le breveteur de la Waterframe. Ils font New Lanark en 1785, juste à côté du bourg de Lanark, pas très original, vous voyez ici sous la flèche rouge. Un bourg qui a l'avantage de se situer sur les bords de la rivière Clyde, qui est un fleuve qui va relier les filatures à la très dynamique économiquement à l'époque ville de Glasgow, qui est située, comme vous voyez sur la petite carte, juste au nord, qui est donc un port transatlantique majeur dans le Royaume-Uni à l'époque, où on débarque 3 produits phares du commerce colonial, lesquels, je vous le demande, le coton, le sucre et le tabac. Donc New Lanark, au départ, n'a pas vocation à être différente des filatures anglaises dont elle s'inspire. Le modèle est celui que Arkwright a instauré, le modèle de Cranford. Les choses ont commencé à évoluer pour ces ouvriers des filatures de New Lanark à partir de 1800, lorsque le beau-fils de Dale, Robert Owen, va prendre la direction du site. Lui, il est gallois et comme son beau-père, il est issu d'un milieu relativement modeste. Et pendant les 25 années qui vont suivre, il va s'atteler à expérimenter des méthodes de gestion d'une infrastructure ouvrière en parallèle d'un activisme politique qui vise à populariser ses idées. Ces idées, c'est celles que l'on va voir tout de suite, puisqu'il me faut passer un petit peu de temps sur l'owenisme, qu'on considère aujourd'hui comme étant l'origine de tout le socialisme britannique. Alors l'owenisme, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un paternalisme, ça c'est une première chose de poser. Owen, il se conçoit comme le père d'une communauté où, je le cite, toutes les parties sont arrangées pour former un tout complet. Son idée, c'est de concilier le productivisme et le bien-être ouvrier, chacun de ces pôles devant nourrir l'autre de façon harmonieuse. Les 4 piliers de sa vision sont le collectivisme, l'éducation, la protection sociale et la laïcité. Ces 4 piliers, il va également tenter, en investissant la scène publique, de les diffuser dans l'ensemble de la société britannique pour un succès qu'on parlera tout à l'heure. Donc à partir de 1800, lorsqu'il devient directeur du village, Owen commence à mûrir son projet. Mais à cette époque, il est encore gêné aux entournures par des associés qui sont très frileux à financer ses idées les plus avant-gardistes et qui coûtent surtout extrêmement cher. Associés dont il va se débarrasser en rachetant leur part en 1814, ce qui va lui permettre de faire entrer les filatures dans une nouvelle ère qui, elle, débute en 1816, qui est vraiment l'année charnière pour le début de cette grande expérience. Dans un discours mémorable du début du mois de janvier, il annonce donc que New Lanark n'est plus qu'une filature, c'est maintenant un laboratoire à ciel ouvert, mais aussi un outil promotionnel pour l'owenisme. 25 ans plus tard, en 1825, donc c'est facile à calculer, Owen quitte le navire pour aller en prendre un autre, direction l'Amérique, plus précisément l'Indiana, où il va aller fonder avec d'autres une communauté, la communauté de New Harmony, qui sera un échec retentissant, qui marquera la fin de sa vie publique. Donc maintenant qu'on a posé certaines bases, je vais à présent essayer de poser aussi, de détailler les spécificités de New Lanark, je ne pourrai pas être exhaustive, en termes d'aménagement mais également de politique, pour que vous preniez bien la mesure de l'aspect presque anachronique qu'avait le fonctionnement de ce village en ce tout début du XIXe siècle. Alors on va d'abord commencer par se poser une question qui est indispensable quand on a notre tête remplie des images misérabilistes et sordides du monde ouvrier au XIXe siècle. Cette question c'est: comment est-ce que l'on vit dans ce village? Donc en moyenne, la population, elle y a été de 2500 résidents,
qui sont dans leur majorité logés directement sur le site, qui est une spécificité d'ailleurs de ces filatures. Donc cet espace a fait cohabiter 3 religions, les presbytériens, les anglicans et les catholiques, mais aussi 2 types de populations qui se comprennent mal à l'époque, littéralement parce qu'ils ne parlent pas la même langue, les Lowlanders qui sont les locaux, et quelques Highlanders qui ont été déplacés par les clearances. Alors le problème de New Lanark, c'est qu'il y a un petit drame d'historien derrière tout ça. Il n'y a pas de registres paroissiaux en Écosse avant assez tard. Le premier registre qui apparaît pour New Lanark, c'est 1818, ce qui ne permet pas de dégager de grandes tendances sur l'impact qu'a eu la gestion par Owen sur les populations du village. Mais le premier registre qui apparaît montre quand même qu'il n'y a pas de surmortalité de catégories de population qui pourraient mourir parce que usées par le travail et les conditions de vie. On est dans la moyenne nationale. Les gens qui meurent, c'est normal, ce sont à l'époque les nourrissons, les personnes âgées et les femmes en couche, ce qui est assez classique. Alors nos ouvriers, ils partagent tous des conditions de vie similaires. Dès le départ, dès en fait, l'époque de Dale, New Lanark elle est conçue selon les normes de l'hygiénisme qui sont très populaires à l'époque. Donc les rues sont construites pavées, dotées de canaux d'évacuation, elles sont propres. On y a aussi tout un réseau de latrines sèches, extrêmement important, et de très nombreux puits qui garantissent un accès à l'eau qui est gratuit. Là encore, ce n'était pas du tout une garantie dans les centres ou quartiers ouvriers de l'époque. L'objectif de ces aménagements, il est double. Éviter les épidémies, à l'époque là aussi on comprend que ce soin soit tout particulièrement appliqué, et aussi on respecte un principe à l'époque, une croyance que l'on a, selon laquelle l'habitat reflète les valeurs et les qualités morales des individus qui y résident. Donc en créant un village propre, bien ordonné et harmonieux, on espère doter les ouvriers qui vont venir y vivre de ces mêmes qualités d'harmonie et du fait d'être policés tout simplement. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment s'installent les ouvriers dans... Alors je vous montre juste ici, on est sur les longs bâtiments, vous voyez, sur la gauche du plan. Donc ce sont des immeubles qui sont construits et qui abritent donc des appartements. Ces appartements, ce sont des pièces uniques qui sont chaulées régulièrement par mesure d'hygiène avec de grandes fenêtres, un système d'aération qui est relativement performant. Ça, c'est en place depuis 1785. La contribution d'Owen au logement de ses ouvriers, ce sont les lits, principalement les lits des enfants. Il impose que chaque famille dote chaque enfant de son propre lit, ce qui favorise l'apparition de ces couchages que vous voyez là, en forme de lits superposés, et aussi de ces lits tiroirs que l'on peut refermer pendant la journée. Autre spécificité à New Lanark, et là encore, c'est pas anodin à cette époque, on y mange à sa faim. Et je tiens vraiment à insister là-dessus parce que vraiment pas une garantie du monde ouvrier en ce temps-là. Owen pourvoit justement à ça par 2 moyens, c'est-à-dire que quand les ouvriers sont sur leur lieu de travail, ils sont nourris pour les pauses entre les heures de boulot. Mais lorsqu'ils veulent acheter, pour les soupers principalement, ils ont accès à un magasin que Owen fait construire où les prix sont négociés au plus bas et où tout est vendu à prix coûtant. Donc ça aussi, c'est un avantage dont aucun autre village ouvrier de l'époque ne dispose. Maintenant qu'on a fait rapidement le tour des conditions de vie, on va parler des conditions de travail et on va poser déjà certaines bases. À l'époque, dans la filature de Cranford, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, un ouvrier du textile travaille entre 14 et 15 heures par jour. Pause repas comprise, quand même. Et le travail, on le fait sur temps de nuit, par exemple. Donc à Cranford, le travail il était divisé en des tranches de 14 heures pour les adultes de jour, et c'était les orphelins enfants qui prenaient le relais la nuit. À New Lanark, on décide de respecter dès le départ, donc Dale a déjà pris cette décision en 1785, les préconisations de l'époque qui disent que le travail de nuit c'est mauvais. Donc il décide que les journées s'arrêteront automatiquement à 19h. Une journée de travail à New Lanark sous Dale, c'est 11h30 par jour. C'est conséquent et Owen va en 1815 réduire cette journée à, accrochez-vous, 10h30. Mais cette réduction d'1 heure, il l'arrache déjà de haute lutte de la part de ses associés qui refusent de descendre plus bas. Et c'est un drame, parce qu'Owen, en 1817, provoque une sorte de séisme qui va avoir des remous dans tout le 19e siècle, avec un slogan qu'il lance. Et je vous rappelle la date, nous sommes en 1817, et la préconisation d'Owen pour des bonnes journées de travail et un bon équilibre entre temps de travail et temps récréatif, c'est 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Il n'arrivera jamais à l'appliquer à New Lanark.
Mais ce slogan-là, il va se répercuter dans beaucoup d'organisations syndicales et communistes un peu partout au monde. Alors les machines que vous voyez ici représentées sont les installations actuelles de New Lanark qui fonctionnent encore pour une production destinée à la consommation touristique et qui ne filent plus aujourd'hui que de la laine. Alors voilà à quoi ressemblaient par contre les salles de filature de l'époque. Sur le site, on fait tout pour favoriser une productivité optimale. Donc, le coton arrive de Glasgow par voie fluviale, il est cardé à New Lanark et envoyé ensuite au moulin, où la majorité des fileurs sont en réalité des fileuses, à hauteur de 60-65%. Une opératrice dirige une équipe de 4 enfants qui sont chargés d'huiler sa machine, de changer les bobines, défaire les nœuds, renouer les fils cassés, etc. Et le rendement de chaque machine est évalué par les contremaîtres qui encouragent la bonne productivité en récompensant les ouvrières les plus performantes par des primes. Mais ce n'est pas tout. Dans le même esprit, c'est à New Lanark que l'on invente ce système de Silent Monitor, qui est en fait le surveillant silencieux. C'est tout simple, c'est un cube de bois à 4 faces peintes que le contremaître va tourner en fonction de son évaluation du rendement de chaque machine. Donc c'est très simple, l'évaluation va aller très vite. Le blanc, c'est excellent, le jaune, c'est bon, le bleu, c'est moyen et le noir, c'est médiocre. Chaque opératrice voit son surveillant silencieux, mais surtout, elle voit ceux de tous les autres de sa rangée. Pourquoi est-ce qu'on met en place ce système? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que les moulins sont extrêmement bruyants, et donc c'est plus facile de communiquer par un signal visuel que par la voix. Et ensuite, parce que, en 1800, Owen fait quelque chose qui mettra beaucoup de temps à devenir une norme dans l'industrie. Il interdit les châtiments corporels sur les lieux de travail. Jusque-là, un ouvrier pas performant, vous pouvez le taper, pas de problème. À New Lanark, c'est interdit. Donc il faut remplacer la rentabilité des ouvriers par la coercition par autre chose, une autre carotte. Et là, ça va être justement, en gros, un des trucs très managériaux modernes, le renforcement positif, l'humiliation collective, etc. Mais ce système, a priori, pour ce qu'on en sait, parce qu'on a assez peu de témoignages d'ouvriers, il fonctionne. Dernier point important sur les conditions de travail, parce que ça ne veut pas être un luxe pour ces ouvrières. Owen les fait doter, ces salles de travail, de systèmes de ventilation très performants pour assainir l'air des moulins. En effet, le travail des fileuses, il est plus répétitif qu'il est pénible. Mais les conditions dans lesquelles s'effectue ce travail, les salles en elles-mêmes, elles sont très vite pénibles par contre. Donc soit j'ai dit, les salles sont très bruyantes, elles sont toujours humides, puisqu'on déverse de l'eau sur les parquets pour maintenir un taux d'humidité dans l'air, parce que le coton supporte très mal la sécheresse, donc il faut qu'il reste humidifié pour ne pas devenir trop friable. Et puis surtout, les machines sont graissées à l'huile de baleine, un poumon trop oublié des révolutions industrielles. Et donc cette huile de baleine, ça sent extrêmement mauvais. Et en plus, dernier point extrêmement important, ces femmes travaillent le coton. Et le coton, c'est de la fibre, et donc on a des particules dans l'air que l'on inspire à longueur de journée. Et ça provoque une maladie classique des ouvriers du coton, c'est la bicinose, qui provoque des symptômes proches de l'asthme. Et puisque je parle d'affection, de maladie, autant passer tout de suite aux politiques sociales et d'enchaîner sur les politiques de santé qui sont en cours à New Lanark. Et bien c'est très simple, tous les soins, absolument tous, sont gratuits pour tous les ouvriers et leurs familles. Donc, la consultation, les traitements et les actes médicaux qui sont performés par les médecins qui sont sur place dans une maison de soins fondée en 1816. Tous les ans, on a des campagnes d'inoculation pour éviter les épidémies, technique qui est efficace puisqu'il n'y en aura que 2 entre 1785 et 1825 à New Lanark, ce qui pour l'époque est un excellent rendement. Autre fait étonnant, et je finirai par là pour les politiques sociales, Owen donne à ses ouvriers la possibilité de s'organiser politiquement. Ce qui dénote, à mon sens, de la confiance extrême qu'il a en son système et au fait que tout va bien s'harmoniser, c'est-à-dire qu'il les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. En 1810, les ouvriers décident de créer une caisse solidaire. Tiens, bonne idée, en cas de coup dur, on peut avoir une petite caisse. Lui, il dit, ok, pas de problème, faites ce que vous voulez, je ne m'y intéresse pas. Les problèmes arrivent quand les ouvriers de New Lanark proposent de contribuer à leur caisse solidaire aux ouvriers des autres filatures. Et là, ce sont les homologues d'Owen qui font « Oh, là, non, on ne va pas laisser faire ça » et qui réussissent à la rendre illégale. Évidemment, vous avez bien compris que cette caisse solidaire, c'est une sorte de proto-syndicat qui passe assez mal dans le paysage patronal de l'époque et qui passera encore très mal dans les décennies à venir. Loin de s'arrêter là, Owen, il décide en 1816 d'offrir une salle commune à son village. Alors c'est une salle où on va organiser des bals, des concerts tous les mercredis soirs, mais aussi c'est un lieu de réunion.
Donc on peut s'y politiser, on peut militer, on peut râler, il n'y a pas de problème, la scène est ouverte, le micro est à vous, allez-y. Et ça aussi, c'est complètement inédit dans ce paysage de l'époque où on va plutôt chercher à éviter de donner ce genre d'occasion à ses ouvriers. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des 4 piliers de l'owenisme, mais on arrive maintenant sur le dernier, qui est celui généralement qui fait couler le plus d'encre, c'est l'éducation. Alors dans les autres filatures, le travail des enfants commence à 6 ans. À New Lanark, il débute obligatoirement à 11. C'est de la philanthropie, je rappelle. Donc à la sortie des écoles qui sont assimilées à des garderies, donc on est au travail, mais pas à New Lanark, puisqu'à partir de 1816 s'ouvre l'Institut pour la formation du caractère. Il y a littéralement tout dans ce nom, on y reviendra plus tard, avec une quinzaine d'enseignants qui s'occupent de 600 élèves qui sont répartis par groupe d'âge. L'instruction est 1816 gratuite, mixte, obligatoire, jusqu'à 11 ans. Et après 11 ans, les ouvriers, qui jusqu'à leurs 18 ans, ont dans l'obligation d'assister à 2 heures de cours du soir après une journée de 10h30 de travail. Je ne préjuge pas de l'efficacité de ces cours, mais ils étaient là et ils étaient quand même existants. C'est un cas unique dans tout le Royaume-Uni d'école ouvrière créée par un patron pour les enfants de ses ouvriers, avec une obligation d'instruction. Comme le reste du village, l'Institut pour la formation du caractère, c'est un terrain expérimental pour de nouvelles pédagogies. Quand le temps le permet, on est en Écosse, on sort, les enfants, on va inspecter les essences végétales, apprendre à les reconnaître, apprendre à reconnaître aussi les espèces animales. On observe, on expérimente. Les salles de classe, elles, vont acquérir petit à petit énormément de supports pédagogiques comme des cartes, des mapmondes, mais aussi on compte des planches botaniques et anatomiques et des lanternes magiques. De là à dire que ces méthodes sont développées à New Lanark afin de s'adapter à un public d'enfants ouvriers qu'on va juger par nature plus rustre et donc ayant besoin de concret, il n'y a qu'un pas, et ce pas je vais m'autoriser à le franchir parce que Owen, en bonhomme de son époque, il n'est pas hermétique aux préjugés de classe. Et c'est ce qu'on va pouvoir parler maintenant puisqu'on va s'interroger sur les limites et les échecs de l'owenisme. Alors on va commencer par, je dirais, la réception publique que New Lanark a eue. Je passe ma page, je n'aurais pas dû. À son pic de fréquentation dans les années 1820, c'est un site qui accueille 40 visiteurs par jour, ça paraît pas énorme, et 2000 visiteurs au total sur une année. Donc on est quand même sur un site qui est relativement fréquenté par des représentants de l'élite, donc la upper middle class et l'aristocratie, qui intéresse Owen, parce que potentiellement ce sont des mécènes qui pourraient venir participer au projet. Alors leurs comptes rendus voyage, ils sont nombreux, et on les a étudiés, et il en ressort que les visiteurs s'émerveillent beaucoup du cadre bucolique. J'ai envie de dire que vous n'avez qu'à regarder la slide ici. Les rues propres, alors ça aussi dans un village ouvrier ça étonne, mais c'est surtout l'école qui va retenir l'attention des gens. Mais le grand absent, c'est les ouvriers et les salles de travail. Alors pourquoi est-ce que ces ouvriers et ces salles de travail, qui sont quand même la raison d'être de ce village ouvrier, sont peu évoqués? Je peux avancer 3 explications, qui peuvent peut-être d'ailleurs être conjointes. Ces salles de travail, elles ne sont pas du tout originales. Une machine à filer, elle ressemble à une autre machine à filer que vous pouvez trouver partout ailleurs. Bon, si on est sur un public déjà averti, pas tellement d'intérêt. Ensuite, on peut aussi avoir le désintérêt total de cette classe supérieure de la population pour les aspects les plus triviaux de la vie ouvrière. Ça, ce ne serait pas du tout hors sol. Et enfin, on a aussi un aspect, c'est qu'il est possible que les visites passaient très peu de temps dans les salles en question. J'ai décrit ces environnements de travail comme extrêmement nauséabonds, avec des airs suffocants, etc. On épargnerait peut-être un séjour prolongé aux visiteurs dans ces endroits qui n'envoient pas du rêve. Or, New Lanark, c'est une vitrine, comme je vous l'ai dit. On cherche à promouvoir, et donc avec des rues propres, des enfants savants qui dansent, etc. Et pas avec des salles de travail qui sont excessivement mauvais. Et c'est bien ça le problème. Parce que, bien que performante et lucrative, New Lanark ne dépasse jamais le stade de cette curiosité locale, de l'expérience philanthropique et utopiste. C'est beau, c'est moderne, mais en fait c'est tout. Quand Owen quitte la Grande-Bretagne en 1825, il n'est pas prophète en son pays. Son idéologie, elle est perçue clairement comme étant amusante et pittoresque tant qu'elle reste entre les murs de sa filature. Mais dès qu'il va commencer à parler d'infuser ces idées-là à l'ensemble de la société, là d'un coup on le qualifie de radical, ce qui est un très gros mot à l'époque, et il suscite juste méfiance et rejet. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles il quitte New Lanark et la Grande-Bretagne 25 ans après avoir commencé sa direction du site. Autre preuve que je trouve éloquente,
Il n'y a aucune autre filature qui va reprendre les principes de l'owénisme dans leur ensemble. Ce qu'on va garder, c'est tous les éléments qui permettent le contrôle de la population. Il y a des règles très strictes de vie dans le village de New-Lanark, et tout ce qui permet aussi d'augmenter la rentabilité. Ça intéresse beaucoup, le reste, ça passe à l'as. Alors Robert Owen, il est, comme je l'ai dit, pas forcément exempt de défaut lui-même, hein. C'est le premier à parler d'aliénation ouvrière, mais il y a une chose qu'il n'aborde jamais, c'est la question de leur émancipation. Lui-même est un transfuge de classe. Il vient grosso modo d'entre la 6e et la 5e, et il s'est hissé au cours de sa vie à la 3e classe. C'est pas mal, mais pour autant, il n'a pas envie d'appliquer ce principe à d'autres. En gros, même s'il éduque ses ouvriers à New-Lanark, cette éducation, elle n'est pas là pour les émanciper en leur faisant devenir, je sais pas, médecin ou avocat, du tout. Tu es né fileur, tu deviendras fileur. Si on t'éduque, c'est pas pour que tu t'élèves dans la société, c'est pour que tu acquières la bonne morale. L'Institut s'appelle pour la formation du caractère. Donc on cherche à polisser les ouvriers qui, je vous le rappelle, sont considérés comme une masse rustre qu'il faut éduquer et qu'il faut protéger de ces tendances naturelles à la violence. Donc la vision d'Owen, elle est finalement encore très empreinte de ces hiérarchies sociales où les classes ne se mélangent pas, où chacun doit connaître sa place. Et si sa pensée, elle garantit un adoucissement des conditions de vie et de travail, et une protection contre la... Surtout c'est une protection en fait contre la dégradation morale qu'il envisage et rien d'autre. Il est par exemple aussi, ça je trouve révélateur, quand on est dans une époque où il y a beaucoup de questions sur l'ouverture du suffrage masculin aux classes les plus pauvres de la société. Tout est basé sur les revenus. Ah bah Owen, il est contre. Il dit non, les ouvriers ne sont pas mûrs pour prendre leur destin en main. Super, mais quand est-ce qu'ils le sauront? Il ne le dit pas, et surtout il ne dit pas qui sera là pour décider du moment où on pourra leur accorder le droit de vote, effectivement. Et les ouvriers dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup d'Owen, mais eux, on a très peu leur voix, comme j'ai dit, ils ont laissé assez peu de traces. Est-ce qu'il y en avait là-dedans d'assez ingrats pour se plaindre d'être bien traités? Plus ou moins. Dans ce petit village, il y a des irréductibles qui résistent encore et toujours au paternalisme. De plus en plus, les ouvriers de New-Lanark vont réclamer sous Owen d'être traités non plus comme des employés, mais bien comme des citoyens qui veulent participer aux décisions qui vont être prises par la direction. Et quand la direction refuse, eh ben, eux, tout simplement, ils bloquent. La question qui crispe le plus à l'époque, c'est sans doute celle de l'ingérence dans la vie privée. Les ouvriers de New-Lanark, et c'est une spécificité du village, ils vivent à côté de l'usine. Et donc ils sont soumis à la règle du village, à la règle de l'usine, à la règle du patron. De octobre à avril, par exemple, ils sont enfermés par des grilles dans le village à partir de 22h. Ils ne peuvent plus sortir. Donc vivre sur son lieu de travail, ça fait de votre logis un espace intime à défendre farouchement. L'appartement, ça devient le seul endroit où on n'a plus à se conformer aux règlements, où on n'est plus scruté par la direction, les superviseurs, les autres aussi, où on devient un individu, non plus un rouage de la machine. Et donc il y a eu plusieurs résistances justement à ce qui était perçu comme des ingérences dans la vie privée et la liberté individuelle, concept extrêmement important pour ces ouvriers qui sont dans une machine collectiviste. Le premier que je vais citer, c'est la création des comités d'inspection des logis. Alors tout le monde doit entretenir son logis et les espaces publics, ça tout le monde est d'accord sur le principe, mais le jour où le comité est traité, c'est une levée de bouclier des femmes en particulier, qui prenaient un malin plaisir à attendre l'arrivée des inspecteurs pour leur claquer la porte au nez et verrouiller leurs portes, et se moquer d'eux derrière le bâton. Owen a fini par abolir ces comités parce qu'ils n'arrivaient pas à faire leur travail, puisqu'ils ne rentraient jamais dans les appartements, où on refusait qu'ils mettent les pieds parce que je sais tenir ma maison, je n'ai pas besoin d'un inspecteur pour me l'expliquer. Deuxième résistance, et là je trouve ça assez éloquent parce que fin 19e c'est considéré comme une concession incroyable qu'ont fait les ouvriers. Owen veut doter New-Lanark d'une cantine pour les repas qui sont pris sur les heures de boulot. Et bien les ouvriers refusent. Ils préfèrent aller récupérer leur assiette et aller manger avec qui ils veulent, comme ils veulent, dans des petits coins à la sauvette, plutôt que d'avoir une grande salle agréable avec des bancs, des tables. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent choisir leurs espaces de liberté et ces moments de convivialité où ils auront envie de se réunir. Ils ne veulent pas qu'on les leur impose. Dernier point et dernière grogne, ils sont très vite lassés d'être des sujets d'expérience et surtout de passer pour des bêtes curieuses avec tous ces visiteurs qui s'enchaînent et viennent les voir. Donc en 1824, ils font plier Owen et ils obtiennent que les visites soient interdites au grand public. Ils ne se limitent plus qu'à quelques personnes pliées sur le volet et véritablement intéressées pour contribuer au projet et qui ne viennent plus là juste pour dire « Oh, c'est joli, nous la marque, etc. » Ça, ils n'en veulent plus et ils l'obtiennent. Alors après Owen, que devient New-Lanark? Eh bien, elle va passer aux mains de deux familles, des propriétaires successifs, et elle demeurera, cette filature, en activité jusqu'en 1970.
Alors elle deviendra l'objet d'un programme de démolition dans les années 70. Le village à l'abandon va ensuite être restauré pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. Aujourd'hui encore, ce que l'on retient de New Lanark, c'est l'expérience de 1800 à 1825, qu'on traite toujours comme l'anomalie qu'elle était, quelque part, cette curiosité dans le paysage ouvrier de la première révolution industrielle. Pourtant, on l'a vu, loin d'être un modèle idyllique, New Lanark souffre un peu de la puissance du narratif de Robert Owen, qui en masque les angles morts, les limites atteintes par un paternalisme, qui, s'il n'est pas mal intentionné à la base, achoppe souvent sur les préjugés de classe et un conservatisme social, mais aussi des résistances d'un monde ouvrier qui refuse tout autant d'être objet que sujet, mais qui proclame son statut d'acteur à part entière. Trop en avance sur son temps et à la fois trop ancrée dans son époque, l'expérience owenienne cultivait en elle-même des paradoxes dans lesquels se nichaient peut-être des alternatives à ces rapports hiérarchiques entre patronat et salariat qui ont été tant générateurs de conflits au XIXe et au XXe siècle. Je vous remercie de votre attention.